Ok. Voilà, donc là, on ne va pas détailler tous les attributs de profil, les valeurs système, puisque c'est l'objet de la session de Dominique demain matin. Donc, je l'ai laissé dans le PowerPoint là, juste pour référence. Alors, ensuite, ce qui est important ici, c'est ces trois aspects, parce qu'en fait, ce dont on doit se prémunir, c'est du craquage de mot de passe offline. Donc, pour un hacker, qu'est-ce qu'il lui faut? Il lui faut une problématique de longueur de mot de passe, donc longueur minimale, une problématique de type de caractère pour complexifier le mot de passe. Donc, on a trois types de caractères les majuscules, les minuscules, d'ailleurs, ça fait quatre, les chiffres et les caractères spéciaux. Et après, on a l'expiration du mot de passe. Parce qu'effectivement, si je regarde un petit peu là, les statistiques, bon, il y a plein de statistiques sur le net, hein, donc peu importe laquelle on prend, mais moi, je ne peux pas viser un truc qui est inférieur à un an, même un an. C'est quelque chose qui peut être craqué, parce que, justement, comme l'a dit Dominique tout à l'heure, moi, je suis un ayatollah des comptes de service. Je fais la guerre aux comptes de service pour qu'ils soient vraiment hyper sécurisés. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est les scripts qui vont se balader. S'il y a un hash qui se traîne, même le mot de passe il est encodé, le gars il va avoir largement le temps de décoder son hash, puisque un an, il va pouvoir faire tourner son truc un an. Pourquoi? Parce que le compte de service, on ne change pas les mots. Là, c'est le problème. Donc voilà, c'est ces trois critères-là qui vont faire en sorte que votre mot de passe il soit un peu plus solide. Donc les règles de bon sens sur le mot de passe, il faut qu'il soit suffisamment complexe pour ne pas se craquer. Il faut qu'il soit quand même pas trop complexe pour pouvoir utiliser notre cerveau, notre support. Quand on va parler de facteur, le facteur cerveau, il doit se souvenir du mot de passe. Donc c'est un peu un mix des deux. Donc il ne faut pas se faire voler le mot de passe. Donc il faut chiffrer, donc, du password level, il faut chiffrer les transactions, S, 1.2, 1.3. Il faut contrôler aussi la récupération du hash. Donc là, il y a une API, alors je ne sais plus en quelle version elle est sortie, ça fait déjà longtemps hein, qu'elle existe. Elle a été faite, elle a été demandée par les éditeurs de haute disponibilité pour pouvoir répliquer les changements de mot de passe directement. Donc cette API-là, il lui faut ses droits spéciaux pour être utilisé. Mais on va dire un administrateur pourrait très bien l'utiliser en dehors d'un produit de haute dispo. Donc moi, j'ai pas mal de clients qui font de l'audit là-dessus. C'est arrivé. Voilà. Parce que ça, si on arrive à récupérer les haches de mots de passe, vous avez vu tout à l'heure, bah, on a largement le temps de décoder offline. Et puis bien sûr, pas utiliser le même mot de passe, même partiellement, que vous utilisez déjà ailleurs, parce que vous seriez surpris de ce qui se passe sur le dark web, des bases de données de mots de passe. Moi, je suis sûr qu'une des parties de mon mot de passe, ça existe sur le dark web. Hein. Donc si j'utilise les mêmes, ça va largement aider les hackers dans leur moteur de craquage. Donc, quand je fais des tests de violation d'accès, je vais chercher les comptes de service, un peu comme a dit Dominique tout à l'heure. Alors, moi, je dis compte de service connecté parce que je fais la différence entre des comptes purement batch, donc password non, et puis des comptes de service qui sont connectés avec, par exemple, du Obsphere ou je sais pas quoi, du Java, etc. Donc, ils sont obligés d'avoir un mot de passe. Enfin, a priori. Donc, le profil pour ces gens-là, il est en général puissant, même si c'est discutable. En tout cas, ce qu'on constate, c'est ça. Il a un mot de passe, il expire pratiquement jamais et il ne change pas. Et le mot de passe, il peut traîner dans un script. Donc là, toutes les conditions sont réunies pour que je vais mettre mon effort sur justement ces comptes de service. Ça, c'est une petite aparté parce que je trouve qu'il n'y a plus du tout de discussion sur ce sujet-là. Et je voudrais avoir votre avis, pas maintenant, parce qu'on va peut-être pas avoir le temps, mais par rapport à ça, ici. Mon constat personnel, c'est que je vois pratiquement pas, on va dire, de clients qui utilisent des profils, on va dire, codés un peu bizarres. Quoi. Donc aujourd'hui, les profils représentent le nom de la personne et c'est bon. Quoi. Mais j'ai quelques clients qui, je pense, par héritage, utilisent encore des choses de ce type-là. Parce qu'à une époque, quand il n'y avait pas de multifacteur, notamment dans les banques privées, on voyait dans certains cas des recommandations des auditeurs pour dire bah, le user ID aussi, on le code quelque part pour amener un niveau de difficulté supplémentaire à la personne voilà, qui va être potentiellement malveillante. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on voit vraiment ça parce qu'on peut se dire que la personne qui va être capable de hacker un mot de passe, il va être aussi capable de récupérer un user ID. Donc, le niveau de difficulté supplémentaire qu'on va mettre avec cette petite mesure-là, ça va plus nous embêter, nous, à l'IT, que ça va l'embêter lui au niveau de son attaque. Donc,
Moi, je ne vois pas trop l'utilité aujourd'hui d'avoir ça, mais voilà, on peut en discuter. En tout cas, on n'entend plus trop parler de ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en plus des mots de passe? Alors, c'est là qu'on va arriver avec le multifacteur. Donc, le multifacteur, si on regarde un peu les articles de presse, on s'est amusé avec Guylaine de regarder un peu qu'est-ce qu'ils disent de la presse. Alors, si on regarde des éditeurs de MFA, forcément, vous voyez ce que je veux dire, on est à 90%, tac, tac, tac. Je pense que 90%, c'est un petit peu optimiste. Bon, ils vendent leur logiciel, hein, c'est clair. Par contre, les indépendants, ils sont plus à 50. Voilà, c'est plus des valeurs qu'on trouve. C'est-à-dire que la mesure, elle est efficace à 50% de plus. C'est ça. C'est toujours quand même bon, hein, 50%. Ça évite quand même de se faire craquer le mot de passe. Donc là, on va maintenant parler de MFA directement. Donc je vais commencer par des petites définitions simples que vous connaissez très probablement. Donc, je vais aller vite là-dessus. Donc c'est quoi la définition de MFA? Donc c'est de pouvoir produire au moins deux facteurs différents. Donc, deux facteurs différents, c'est un facteur de connaissance, donc ce que j'ai dans ma mémoire, vraiment, hein, pas sur un bout de papier écrit, je le dois mémoriser. Donc facteur de connaissance, user ID, mot de passe, PIN code, etc. Un facteur de possession, donc on verra qu'après il y a une petite nuance sur la possession. C'est mon téléphone, ça peut être un token physique, ça peut être un badge, une carte de clé. Facteur d'inhérence, c'est tout ce qui est biométrique. Voilà. Donc ça, c'est la combinaison en fait de deux facteurs sur ces trois facteurs qui va nous permettre d'avoir un renforcement double facteur. On peut aller jusqu'à 3 si on positionne bien sûr hein, les trois facteurs différents. Donc tout ça pour dire que, évidemment, quand on se logue sur un IBMI ou sur notre machine d'ailleurs et qu'on met notre user ID, notre mot de passe, eh ben, ce n'est pas du MFA, hein, c'est juste deux éléments du même facteur. Voilà. Donc ça, c'est une petite introduction de base. Alors, après, maintenant, on va quand même être un petit peu plus précis, notamment pour les gens qui ont besoin d'avoir du MFA strict réglementaire. Là, il y a des choses à respecter. Notamment, alors si on observe ces deux schémas-là, donc là, ici, on a un schéma typique qu'on appelle en plusieurs étapes. C'est-à-dire que, donc imaginez que vous vous loguez en 5250 ou en DBC, peu importe, vous positionnez votre user ID et votre password, parce qu'encore une fois, nous, on n'a pas accès au processus d'authentification d'IBM. Hein, on ne va pas s'amuser à aller modifier la fenêtre d'ODDC d'IBM, on ne peut pas. Donc voilà, on va positionner notre user ID, notre password, on va tenter l'authentification. Ici, boum, échec. Et on est obligé de passer par cette étape-là pour pouvoir positionner le passcode. Donc là, ici, ça veut dire aussi que la personne peut très bien savoir quel est le facteur qui est faux. Si on observe donc la colonne de droite, on va essayer de positionner au travers de la même interface. Bon, là, c'est trois éléments en l'occurrence, mais trois éléments de deux facteurs différents. User ID, password, passcode, ça serait le token code qui m'est donné par mon téléphone portable. En une étape, je positionne l'ensemble de ces trois éléments, je lance la vérification. Si ce n'est pas bon, on revient me redemander les trois éléments. Et donc là, je suis en monostep, une seule étape, je suis vraiment MFA. Ça, c'est important, notamment pour PCI DSS, ceux qui ont besoin, qui gèrent les cartes de crédit sur IBM. Vous en avez des cartes de crédit sur IBM ou des clients à vous? Oui. Oui. Oui, Oui. 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 Les assurances. Mais il y en a de moins en moins. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Moi, je vois pratiquement plus. Hein. Enfin, là, j'avais encore trois clients avec des cartes de crédit. Je crois qu'il n'en reste plus qu'un. Ils sont passés en tokenisation. Donc, ils externalisent en général. Donc là, on est vraiment obligé de respecter ça. Cette partie-là, ici, c'est un problème sur l'IBMI parce qu'on n'a pas la possibilité de changer ça partout. On peut le faire, pas partout. Alors, donc pourquoi évoluer vers du MFA? On n'a pas forcément besoin de le faire. Encore une fois, quand on se connecte au réseau, au domaine, au poste de travail, peut-être certains d'entre vous avaient déjà le challenge avec le MFA quand vous vous connectez sur votre poste de travail. Est-ce que c'est suffisant ou pas? Encore une fois, ça va dépendre de la réglementation, ça va aussi dépendre des mesures de sécurité, de la criticité des données. Voilà, il n'y a pas de règle. En tout cas, c'est sûr que pour PCI DSS, ce n'est pas parce que vous vous êtes doublement authentifié sur la première connexion que vous n'avez pas besoin de le refaire. Donc, vous allez accéder au serveur avec un S ou sans S qui contiennent les cartes de données. C'est obligé.
en tant que quelqu'un, vous êtes obligé de le refaire. Voilà, donc alors je suis plus trop spécialiste, avant je connaissais bien les réglementations internationales, maintenant je m'y intéresse plus trop. Mais il y a aussi notamment les banques qui ont des filiales dans l'État de New York. Il y a une loi qui est très très contraignante ici, qui est pratiquement aussi contraignante que PCI, c'est New York Cyber Security, je ne sais plus quoi, qui demande ça aussi. Voilà. Par contre, sur les réglementations plus européennes ou IPA pour les données médicales, ce n'est pas une obligation en soi, mais c'est une très forte recommandation de l'utiliser. Donc là, après, libre aux personnes de le faire ou de ne pas le faire. En tout cas, en conclusion, ça reste quand même une très bonne pratique de sécurité. Parce qu'encore une fois, on voit que sur le dark web, les bases de données de mots de passe mentent. Hein, donc c'est clair qu'il y a un risque qu'une partie de vos mots de passe se retrouve déjà disponible au public. Donc ça, c'est une excellente barrière. Il reste néanmoins des attaques qui fonctionnent, notamment le NIST aux États-Unis donc est en train de ne plus accepter, enfin de plus recommander le SMS à cause de ces attaques de type SIM swapping où justement la carte SIM change entre le moment où il y a le premier échange avec le serveur d'authentification et la réception du token. Ils arrivent à s'insérer au milieu et à récupérer le token entre les deux. Donc ça s'appelle le SIM swapping. Et sur la partie MFA non SMS, donc les Google Authenticator et compagnie, ils arrivent aussi à faire des attaques de type man in the middle, c'est-à-dire que par hameçonnage, donc vous arrivez sur un serveur qui en fait ressemble exactement à votre serveur habituel et c'est un proxy, mais lui il va passer les identifiants en vrai serveur et entre-temps il va pomper toutes les données entre les deux. Donc, c'est des attaques quand même sophistiquées, mais elles existent quand même. Et il y a autre chose aussi, moi que je vois vraiment changer beaucoup chaque année, c'est la cyberassurance. C'est-à-dire que vos assureurs, ils vous demandent de plus en plus de mettre en place des mesures de sécurité, et notamment MFA. Et si vous ne mettez pas les mesures qu'ils demandent, votre prime d'assurance, hop, elle va augmenter. Donc là, il y a en général un retour sur investissement qui est beaucoup plus facile à présenter à votre direction. Parce que c'est vrai qu'après, si c'est juste du confort de sécurité, entre guillemets, c'est toujours plus délicat à convaincre votre direction. Par contre, là, il y a de l'argent à économiser sur les primes de cyberassurance et ça augmente, évidemment. Ça, c'est sûr. Voilà, maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans la technologie de LFA. Bon, moi, je suis un spécialiste IBMI, hein, donc après, derrière, il y a aussi des trucs que je ne connais pas forcément non plus. Mais bon, ça fait maintenant, depuis 2016, que j'ai creusé le sujet avec mon ancienne équipe. On a vraiment beaucoup travaillé sur ce sujet. À l'époque, la première fois qu'on a bossé dessus, c'était voilà, l'une des premières banques mondiales qui nous a demandé de développer en fait un client Radius sur IBM. Et donc, voilà, on a fait ça, on a commencé en 2017 le développement de ce client Radius. Donc, c'était super intéressant comme projet. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de solutions qui existaient. Et on a poussé vraiment le truc très très loin quoi, sur ce sujet-là. Donc, alors maintenant, on va regarder les facteurs de possession. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut faire la différence entre le support, donc le téléphone portable qui me permet de recevoir un token, du token lui-même. Mais en fait, c'est bien le fait que ça arrive sur mon téléphone qui est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon téléphone, il est physiquement différent de mon poste de travail. Ça, c'est aussi une contrainte qu'il faut bien respecter. Je peux très bien recevoir mon token sur mon poste de travail, techniquement aussi, il n'y a pas de problème. Ça reste quand même un renforcement de l'authentification, mais ce n'est pas l'idéal. L'idéal, c'est ça. Encore, l'idéal, ce serait même des tokens physiques. Et après, c'est plus cher. Token physique, c'est l'idéal. Donc après, derrière, voilà, je peux recevoir différentes choses sur mon téléphone mobile. Bon, le téléphone fixe, je l'ai mis pour le lister. Bon. Donc le PC, même si c'est pas forcément une bonne idée. Les clés physiques, c'est l'idéal. Des devices biométriques, c'est aussi idéal. Et moi, j'adore toujours être à contre-courant, donc j'adore le papier. Parce que je me dis que quand je reçois le courrier de ma banque, ce courrier il est venu par la poste, je l'ai rangé dans mon armoire, il n'a jamais transité par un mail, par un dialogue avec la banque. Bon, c'est sûr que la banque, elle a mes clés personnelles stockées sur le serveur, mais au moins, j'ai limité les échanges et donc les risques de me faire piquer mes clés personnelles par une raison, enfin,
situations diverses. Donc, j'aime bien le courrier papier, à titre personnel. Voilà. Les services d'authentification, je vais essayer de les recenser. Bon, il y a sûrement d'autres choses à dire là-dessus, mais donc globalement, ces services-là, ils sont basés sur un SID en anglais ou un shared secret, donc un secret partagé, où le client donc l'IBMI, il va être client du serveur d'authentification, donc il va partager le secret, et sur cette base-là, la communication va être établie. Et tous les algorithmes de cryptage vont se baser là-dessus. Donc c'est vraiment la clé, on va dire, de tout le système. Qu'on soit en protocole Radius ou en protocole OTP, c'est pareil, c'est le même principe. Sur les protocoles OTP, donc One Time Password, on a deux types de One Time Password. On a le HOTP, qui est, j'ai mis les dates hein, de création des RFC. Le HOTP, donc il commence déjà à écrire. Donc il va se baser sur un espèce d'incrément pour juste matérialiser la device, et c'est tout. Et dans les toutes premières versions de HOTP, il n'y avait pas la possibilité de donner une permission du token. C'est-à-dire qu'en fait, il vous calculez un token, et puis là, vous aviez pratiquement toute la liberté de l'utiliser n'importe quand. Donc ça pouvait être dans 6 mois, dans 30 secondes. Il n'y avait pas de limite dans le temps. Après, ils ont quand même fait évoluer le RFC HOTP pour inclure un espèce de délai. Et c'est de là que le TOTP, Time Based One Time Password, est arrivé, donc Google Authenticator, qui a vraiment intégré cet aspect-là directement de base. Alors que l'autre, le HOTP, il a un peu rentré un peu au chausse-pied dans son RFC. Et il y a Radius. Donc Radius, c'est un système différent. Donc c'est un système à l'époque, vous voyez, dial-up. Donc on imagine les télécoms derrière. Donc c'est vrai, on est en 2000. Donc ça veut dire qu'ils avaient déjà pensé avant le système, hein, avant de sortir la RFC, il y avait déjà des trucs avec les télécoms. Et il est intéressant ce protocole-là parce qu'en fait, il y a un vrai échange. Autant le one-time password, bah, vous le saisissez et puis c'est tout. Il va rien se passer, c'est-à-dire vous allez recevoir après derrière une réponse échec accepté, refusé. Mais autant lui, il est un petit peu plus. Il y a un dialogue qui s'établit en fait avec le client. Il peut vous dire ben, change ton PIN code, change ton token, parce que j'ai peut-être fait des erreurs de token, donc il commence à se dire est-ce qu'il n'y a pas voilà, des essais qui sont en train de se faire. Il y a un dialogue, alors que les autres, il n'y a pas vraiment de dialogue. Le diamétère, donc c'est un jeu de mots, hein, vous avez peut-être compris, un diamétère radius, c'est un jeu de mots. Autant ça veut dire quelque chose, remote authentication, autant ça ne veut rien dire. C'est juste un jeu de mots. Je suis assez surpris parce qu'on voit quand même l'adoption, c'est 2012, hein, c'est encore léger, alors que diamétère, sur le papier, c'est vraiment génial. C'est du TCP, alors que l'autre, c'était du DP, et vous pouvez passer plein de paramètres supplémentaires. Donc il y a une énorme souplesse dans le dialogue qui se fait dans diamétère, alors que Radius, c'était quand même assez cadré. Donc là, j'ai interrogé par exemple celui-ci, là, Secure Envoy, qui n'est pas un acteur majeur, hein, les RSA, on connaît. Secure Envoy, donc je suis en contact avec eux par l'intermédiaire de mon allié partenaire latino, Amérique latine. Et il me dit, ben, tiens, ben, lui, regarde s'ils sont compatibles avec Diaméter. Et je discutais hier avec le gars là, qui me disait que en fait, ils n'ont pas de demande. Donc ça, c'est très, très marrant de voir le temps d'adoption des technos qui arrivent, mais on le voit bien aussi chez nous, hein, dans notre monde IBM. Hein. Quand il y a des exploits, par exemple, qui déboulent, des fois, pendant 10 ans, on ne voit personne qui s'en occupe. Enfin, on le vit aussi. Hein. Bon, voilà, donc ça, c'est un peu toutes les RFC qui sont disponibles. Je dirais, si on fait petite comparaison entre les tokens physiques et logiques, donc ça, c'est par exemple un token physique, le coût d'installation, d'exploitation, de déploiement est très élevé. Donc c'est sûr que Google Authenticator, bah, ça ne coûte rien. Par contre, en termes de sécurité, c'est top. Hein. Donc moi, je vois mes clients, les utilisateurs dits sensibles, ils ont souvent des tokens physiques. Et les autres, ils peuvent avoir des tokens logiques. Voire même, dans certains cas, ils pourraient très bien avoir une triple couche. C'est-à-dire qu'en fait, ils mettent un coup de Google Authenticator et s'ils arrivent dans un endroit encore plus critique, ils mettent un coup de token physique derrière.
Qu'est-ce que je peux te dire d'autre aussi? Ouais, la gestion des oublis aussi, parce que ça va être un problème. Dès l'instant où vous allez mettre du MFA dans votre authentification, il faut que ça marche. Donc là, il ne faut pas que les gens ils oublient. Après, il faut gérer tous les cas particuliers de j'ai perdu mon token. Donc c'est toujours un problème. Donc ça, c'est un flux transaction Radius, à titre d'exemple, mais ça illustre bien et ça vous donne des idées de ce que vous pourriez faire chez vous euh, sur ce sujet-là. Alors, on va prendre l'exemple ici, on va suivre le cheminement. Donc là, c'est un type qui se connecte, peu importe, là, il est en 5250, donc il est capturé par son initial programme ou son routing entry du sous-système qui pourrait connectiser et positionner un token directement dans la MIR 5250, possible aussi. Ou sinon, il est capturé par le point d'exit du logon dans l'ODBC, par exemple. Et donc après, derrière, on arrive ici, on dit, bon, ok, ce gars-là, est-ce que je dois le challenger? Donc là, le client, donc, mon code IBMI, va capturer le maximum d'informations sur la situation dans laquelle je me trouve actuellement pour décider si oui ou non je vais lancer un challenge avec le serveur d'authentification. Donc j'essaye de balayer le maximum d'informations, pourquoi pas. Et même, je vais même voir si j'ai déjà un challenge qui a déjà été positionné, peut-être 4 heures avant, et que ma durée de challenge est 6 heures, je ne vais pas lui redemander. Encore une fois, la problématique du MFA, c'est aussi d'être adopté par les utilisateurs. Si on doit, on va dire, embêter les gens pour avoir un niveau de sécurité qui n'est pas forcément adapté à ce qu'on fait, on va louper un peu le coche. Donc, il faut que les gens ils adhèrent à cette mesure-là. Donc là, si on trouve qu'on est encore dans la limite de validité du précédent token, ben, on ne va pas l'embêter. Et donc, on va dire, bon, OK, continue ton travail. Sinon, hop, on vient ici, on peut se dire, OK, quel challenge maintenant je vais faire? Quel type de challenge? Ça peut être une question de sécurité, ça peut être pas, voilà, différentes choses, voire même différents éditeurs, hein, RSA, Google Authenticator, etc. Et après, on rentre dans la boucle, ici, plutôt, voilà, où là, j'indique un passcode. On reverra après tout à l'heure la structure d'un passcode, vraiment. Donc, un passcode, on le formate, on le crypte, on discute avec le serveur d'authentification. Éventuellement, ici, on a des mappings, je crois qu'ils appellent ça des SID, pour faire en sorte qu'il y ait une ségrégation complète entre le serveur d'authentification et les clients, c'est-à-dire le IBMI par exemple. Donc là, l'administrateur du serveur d'authentification, il ne connaît pas les utilisateurs là, et pareil, dans le sens inverse, on ne sait pas non plus qu'il y a une mapping télé. Après, lui, il fait sa soupe à lui, on verra qu'est-ce qu'il peut faire tout à l'heure, et il va renvoyer une réponse très simple au client. Il va dire, bah, ok, c'est bon, c'est pas bon. Dans le cas de Radius, il peut même nous challenger avec des questions supplémentaires. Bon, j'ai vu que tu t'es trompé déjà hier et avant-hier, ça fait beaucoup d'erreurs sur un temps limité. Est-ce que tu peux remettre une PIN code ou est-ce que tu peux changer ton token ou les deux à la fois? Et par contre, le serveur d'authentification, lui, il connaît la vraie raison, mais il la partage pas. Donc tout ça, ça peut être logué, et puis après, soit on re-rentre dans la boucle ou pas, et après, derrière, bah, hop, c'est parti, on fait notre boulot. Ça, c'est un exemple de flux. Alors, quand on intervient dans l'authentification, je voulais aussi faire un petit aparté. Tout au début, en 2016, quand on avait commencé, on avait lu la doc IBM, et la doc IBM disait que MFA, je n'ai pas retrouvé, je n'ai pas fait une recherche sur cette doc-là, mais je pourrais peut-être la retrouver dans mes archives. C'était marqué IBMI et mainframe ne peuvent pas faire du vrai MFA. C'était marqué clairement dans la doc parce que le système d'authentification, c'est nous qui le gérons. Et si on veut vraiment faire du monostep, donc d'avoir changé la grille d'ouverture et de mettre tous ces éléments-là dedans, bah, c'est pas possible. Donc il s'était marqué comme ça dans la doc. Je ne sais plus si c'était les Lab Services ou. Mais il y a une doc IBM qui disait ça à l'époque. Voilà. Donc on va revenir là-dessus juste après à la fin. Mais bon, à noter quand même que, étant donné que là maintenant on a cette authentification supplémentaire qui vient se positionner dans le process, on a intérêt à ce que ça soit sécure. Donc, il faut gérer la redondance. Donc, on avait un client une fois jusqu'à 8 serveurs. Donc, en fait, si le premier ne répond pas, on passe au deuxième, et ainsi de suite. Et les serveurs étaient dans des infrastructures différentes. Comme ça, s'il y avait vraiment on va dire un gros pépin, ben, on avait quand même une très bonne chance de trouver un serveur qui répond. Et même, on avait même été jusqu'à dire qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a aucun des 8 serveurs qui répond.
Parce qu'aussi, il faut se poser la question. Là, soit vous bloquez toute votre... enfin, pas toute la société, parce que vous pouvez aussi isoler les utilisateurs qui ont besoin de MFA, hein, c'est pas forcément tout le monde. Hein. Mais vous allez bloquer ces gens-là et ça peut peut-être poser un problème pour le business. Ou alors vous considérez que la sécurité c'est plus important et donc vous faites un shutdown sur les accès. Ah, j'y crois pas ça. Quand on voit, par exemple, une valeur système qui est très intéressante, qui dit toujours, mais qui c'est qui utilise ça? C'est la valeur système QALD, force, machin, qui dit qu'est-ce que je fais si je ne peux pas écrire un post de journal? Ouais. Eh ben, il y en a un, c'est PowerDAN 6, je crois. Ouais, je me demande qui utilise cette valeur-là. Donc c'est violent. Donc il y a quand même des gens. Un administrateur Windows. Non, mais il y a des sociétés qui sont certainement très, très peu nombreuses, mais qui doivent avoir des besoins de sécurité comme ceux-là 50. Hein. Ouais, voilà, où tu l'as dans la norme C2 ou un truc voilà, comme ça. Ça. Voilà. C'est ça. Bref, donc là, il y a quand même des questions à se poser. Après aussi, se poser la question sur est-ce que aussi on challenge QCQFR, est-ce qu'on challenge la console, est-ce qu'on adapte les QMax sign, etc. pour aussi respecter le fait qu'on ne doit pas donner une indication à la personne qui tente. Il y a plein de questions à se poser ici, même changer les messages aussi, et ça, vous pouvez déjà le faire sans forcément du MFA, hein, changer tous les messages pour ne pas indiquer si c'est le password qui est faux ou l'utilisateur qui est faux. Après, voilà, le code doit être super robuste. Bon, ok. Je ne vais pas trop parler de ça parce que demain, on va en parler de l'intégration avec les élévations de droit, les systèmes de tickets. Je ne vais pas trop en parler maintenant. Alors, les cas d'usage maintenant. Donc, tous les clients qui nous ont confié leur projet de MFA, on en a quand même pas mal, et puis dans plein de pays différents, plein de réglementations différentes, c'est pratiquement toujours la même chose, c'est-à-dire les comptes à privilèges. C'est ça qu'ils ont besoin, ils veulent sécuriser voilà, les connexions des comptes à privilèges. Et après, au fil du temps, la demande commence à évoluer. Et moi, j'aime bien les ruptures un peu d'idées, j'aime bien être un peu à contre-courant, et j'adore cette approche-là de dire, peut-être qu'on peut utiliser finalement MFA dans des options fonctionnelles, des choses comme ça. Observons Authority Collection, par exemple. Ça montre aussi que IBM, vis-à-vis, j'imagine, du log, de vous au Common Europe, au CAC, vous donnez de l'input à IBM. On a démarré déjà avec Authority Collection et il n'y avait pas l'option OBJ à UTCOL. Ça n'existait pas. Donc forcément, c'est quelque chose de très hiérarchique. On commence à auditer les profils et c'est tout à fait normal, bien sûr. Et à partir de là, j'imagine à la 7.3, puisque c'est arrivé à la 7.4, il y a des gens qui ont commencé à dire ah ben oui, mais ça serait quand même bien. On commence à changer de scope et de dire que voilà, je m'intéresse à des objets et je veux auditer l'utilisation sur ces objets. Donc en 7.4, on a vu voir apparaître le OBJ à UTCOL. Donc ça, j'aime bien. C'est cool. Et je pense qu'avec ça, on peut faire pareil. En tout cas, on l'a fait. Et par exemple, on a un client qui nous a dit on a une option de menu dans notre ERP. La dernière fois, il y a quelqu'un qui est rentré dedans, qui a fait des modifications dans les paramètres bancaires. Ça nous a tout pété. Et le coût derrière a été tellement gigantesque qu'on a besoin de sécuriser plus cette option-là, même si c'est déjà sécurisé au niveau applicatif. Et donc, on a mis du MFA directement dans l'option de menu. Très facile. Hop, dedans, dans le CL, le gars, il fait son option, boum, ça discute avec le serveur d'authentification. Dans un contexte particulier, on récupère les codes stack, les machins, les trucs, tout le contexte. Et là, lui, il sait très bien qu'on est dans ce contexte-là, donc il va appliquer un challenge particulier pour ce contexte. Et on va demander une question secrète, on va demander un token, on va demander un passcode ou un touch notification, et hop, il peut rentrer dans son option de menu. J'aime bien ces approches-là. D'autres cas, par exemple, je fais un DFU sur mon fichier sensible où il y a les cartes de crédit, ou même les données clients. Je fais un SQL dessus, je peux très bien, avec la combinaison des points d'exit, bloquer l'accès à la requête SQL et dire hop, MFA, donc là c'est en attente, MFA est en train de discuter, c'est bon, ok, je laisse passer le delete ou je laisse passer le get, sinon je bloque. Donc voilà, donc là on peut faire vraiment des choses sophistiquées. Quand je dis sophistiqué, c'est pas pour faire des usines à gaz, hein, c'est pour
aussi répondre à des problématiques, des fois réglementaires, qui sont importantes pour certains clients, on va dire, qui sont, qui ont besoin de ça. Euh, Quand on fait du MFA aussi, il faut sortir de l'idée du 52-50. Hein, alors c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile de réaliser du MFA sur du Java, du Net Server et compagnie que sur du 52-50, mais malheureusement c'est ça qu'il faut aller, c'est vers ça qu'il faut aller. Donc il faut bien penser à étendre tous les protocoles et pas seulement 52-50. D'ailleurs, on a avec du contrôle d'accès en couplage. J'aime bien ce qu'on a fait chez un client là qui lui euh, était très très scrupuleux sur les problématiques d'environnement, de recettes, de tests, de production. Pas qu'il y ait des flux qui voilà, une machine IBMI de recettes discute avec une machine Linux de recettes et il n'y a pas de problème, ils peuvent tout bosser ensemble. Par contre, si ça commence à sortir et que la machine de recettes atteint une donnée, enfin une machine de production, c'est pas normal. Donc là, il faut arriver à isoler ces passerelles-là, les identifier correctement, et pourquoi pas que les gens qui font ça montrent pas de blanche au niveau de ces passerelles. Donc voilà. Et les comptes de service aussi, mon grand dada. Pareil, quand je vois les comptes de service qui sont utilisés en 52-50, ça me fait remonter. Et il y en a plein. Hein. Alors là, il y en a partout, les gens ils utilisent ça. C'est tellement simple. C'est la facilité. Même les éditeurs de logiciels. Hein. J'ai noté un truc tout à l'heure quand tu as dit, qu'est-ce que tu as dit, et c'est vrai, je suis d'accord avec toi, confiance dans les applications. Bah, aujourd'hui, c'est en train de changer, hein, mais je ne sais pas s'il faut vraiment faire confiance dans les applications. Quand on voit ce qui s'est passé chez SolarWinds, pour ne citer que les sociétés qui gravitent dans le monde IBM, SolarWinds qui s'est fait hacker, plein de comptes IBM se sont fait hacker aux États-Unis, Go Anywhere de chez Fortran qui s'est fait hacker, Move IT qui s'est fait hacker, utilisé par IBM d'ailleurs. On se dit merde, c'est vrai que, de toute façon, les éditeurs, comme tu disais, à mon avis, ils ne sont pas encore conscients. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment actuellement dans juste une première prise de confiance qu'ils sont maillon faible. C'est tellement facile d'aller boire des bières avec le développeur de chez X, puis il va tout de suite parler de techno sans aucun problème. Bon, bref. Voilà, donc là, utilisation compte de service. Ce compte de service-là, il fait du WebSphere, il doit se connecter depuis telle IP ou une liste d'IP. Je vois qu'il se connecte depuis une autre IP, il fait du 52-50. Ah, donc soit je le bloque, ou alors je lui dis, bah ok, peut-être que tu as besoin de faire ça. À ce moment-là, tu mets ton challenge. Alors ça, c'est des intégrations encore plus évoluées qu'on pourrait faire. On peut imaginer, là, les gens, ils parlent de facteurs ou de pseudo-facteurs, mais c'est de gérer l'aspect géolocalisation, chronolocalisation. En fonction de ces aspects-là, on va peut-être adapter le challenge qu'on va faire. Imaginez, donc, le serveur IBM, il se connecte à un serveur d'authentification. Le serveur d'authentification, qu'est-ce qu'il connaît? Il connaît juste l'IP du client IBM. C'est tout. Moi, je suis connecté sur un poste de travail. Je discute avec l'IBM. Et il ne connaît pas mon adresse IP de mon poste de travail. Peut-être que j'ai une IP qui est, je ne sais pas où, dans un pays exotique, machin, qui n'est pas conforme avec ce qu'il attend. Donc je pourrais très bien, et là c'est là où diaméter me paraît intéressant, je pourrais très bien passer en paramètre les deux éléments au serveur d'authentification pour dire, hey, ok, ça c'est l'IBMI qui te demande un code, mais moi je te dis que en plus je suis connecté depuis mon IP de poste de travail X. Voilà. Et ça lui permet peut-être de faire une corrélation avec ce qu'il peut savoir aussi par le ciel ou par le sort. C'est intéressant. Alors après, soit c'est l'IBMI qui fait la prise de décision. En général, les gars du SOC, ils n'aiment pas ça, parce qu'ils vont décider. Hein. C'est comme quand tu envoies dans le ciel, il y a toujours la grosse discussion, qu'est-ce que j'envoie? Envoyez tout. C'est toujours pareil. Ah, on ne peut pas tout envoyer. Si, envoyez tout, c'est nous qui savons. Vous ne savez rien, on va filtrer. Mais non, vous ne connaissez rien. Vous ne savez pas les événements IBM, enfin, de sécurité. Vous allez faire comment pour savoir que c'est de la sécurité? C'est toujours la même discussion. Donc là, pareil, est-ce que c'est nous qui allons faire le filtrage au départ ou eux? En tout cas, eux, ils sont mieux placés que nous parce qu'ils ont la corrélation. Nous, on n'a pas. Ils ont le. Voilà. Et même avec le sort, voilà, après, derrière, ça peut on va dire, évoluer vers des trucs encore plus complexes comme
machine learning sur les comportements, les corrélations comportementales, soit automatiques par machine learning, ou soit par référentiel d'euros. Et là, on commence à rentrer dans des trucs un peu plus sophistiqués, où on peut aussi imaginer un agent sur l'IBMI qui va en attendre d'une information du sort, qui va lui dire, ah, là, on est en train de se faire attaquer, il faut te couper. Donc, et en fait, l'IBMI serait juste client du sort et il exécuterait bêtement une requête qui dirait bah, suspends le job, casse le job, ou je casse la session net server. Enfin bref, je fais quelque chose d'un peu violent, mais parce qu'on est dans une situation critique et que le gars de l'IBMI lui ne sait pas encore. Et que ça va très vite la situation. Voilà, le password reset aussi, hein, ça peut être intéressant aussi de laisser les gens resetter leur password avec la possibilité de mettre du alpha. Je vais peut-être classer ça dans le slide précédent. Ça, c'est un slide très simple. J'aime bien ce slide-là parce que, comme Dominique a dit, il y a la Q-Security 10, ça n'existe plus. Ben, moi, je dis qu'on pourrait très bien revenir, c'est une blague, hein, faire une demande à une IDE pour remettre la Security 10. Non. Mais ici, si vous observez ça, en fait, il y a beaucoup de serveurs d'authentification qui peuvent être paramétrés pour donner un token code, pour donner aussi, enfin, vous laisser la possibilité de mettre un PIN code. Donc, en fait, si on arrive à avoir cette structure-là, donc un PIN code, c'est votre cerveau, un token code, c'est votre téléphone, vous mettez ça, vous concaténez ça, vous faites entrer, et ben vous êtes MFA directement. Donc, voilà. C'est juste pour ceux qui ont vraiment des besoins réglementaires. Pensez bien à ça. On a fait ça avec RSA, mais je suis sûr que Duo aussi. Gemalto, on a fait aussi. Bon, je pense que presque tous les Octa, voilà, Octa aussi. Tous les grands acteurs, ils supportent ce genre de choses. Mais c'est intéressant de bien avoir à l'esprit, comme ça on applique la vraie définition d'une manière très simple. Voilà. Et pour finir, donc ça c'est le futur. On voit le gars qui n'en peut plus de faire ces process de vérification. Donc là, j'ai vu un truc, ça s'appelle ActivePass. Il y a un groupe de réflexion, ils sont en train de construire une version bêta d'un système qui va fouiller dans votre téléphone portable pour récupérer votre activité récente passée et vous poser des questions aléatoires. Voilà, en fonction, par exemple, du style, ce matin, vous avez reçu un SMS, c'était de qui, par exemple, ou votre dernier appel vocal, c'était à qui. Donc, ils sont en train de travailler là-dessus. Ils sont en train de travailler sur de la reconnaissance faciale, on fait des grimaces, des sourires, de regarder comment vos lèvres bougent. Il y en a même un qui est capable de détecter les battements du cœur. Donc, tout ça, c'est des groupes de travail sérieux qui bossent là-dessus. Et il y en a un aussi. Voilà, vous avalez une pilule qui a une certaine émission. Ah oui, donc, il bosse là-dessus. Hein. Et que vous allez toucher après votre truc, là, le swipe, le token, et ça doit émettre un truc particulier avec le PC. Ouais, ouais. Bon, c'est voilà. C'est tout. Ouais. Je sais pas si j'ai encore 15 minutes. Non, parce que c'était combien, 3/4 d'heure, on avait dit. Hein. Je suis déjà à la bout ou pas? Ouais, c'est déjà 41. Bon, je vais aller vite alors sur ça. Je peux ou pas? Ouais. Stop, hein. On ne va pas te brûler. Hein. Mais tu as commencé à -5, c'est 41, tu as 14 dans un quart d'heure. Oh, bah ça va. Quart d'heure, je sais pas. Alors, donc, élévation de droit. Ça, c'est une présentation PowerPoint qu'on avait fait avec Philippe Bourgeois. 3/4 d'heure, non. Je dis une bêtise. Un webinaire. On avait fait tous les deux. Et en fait, avec Guylaine, on a décidé de laisser le truc dans son vue. Parce qu'au départ, on ne trouvait pas très joli, puis on l'a laissé comme ça. Parce qu'on se rend compte qu'on est toujours dans la même situation aujourd'hui. Ça a un peu amélioré, mais bof. Donc, c'est l'idée, voilà, l'auditeur qui dit vous avez trop de droits en prod, ouais, mais j'ai besoin de droits. Oui, mais pas en permanence, c'est vrai, ok, d'accord. Il faudrait peut-être trouver un moyen que je puisse les obtenir si j'ai besoin. C'est normal les dress codes. Donc je suis méchant, quoi, c'est ça que Ouais, c'est ça. On a déjà dépassé de 10 minutes l'horaire a priori. Donc, c'est long ce que tu... Non, c'est pas long. Bon, alors vas-y. C'est pas long.
On le laisse quand même. Hein. Et il y a eu un incident technique aussi. Là. Ouais, donc on peut être coupable. Allez. Donc le gars, à la fin, il dit bon, bah, c'est un sudo. Quoi. Alors c'est vrai que sudo, c'est pas dans notre vocabulaire IBMI, mais on sait ce que ça veut dire. Surtout quand on voit un substitut, super user switch, on sait comment traduire ça technologiquement parlant. Hop, voilà. Donc les droits excessifs en production, on est tous d'accord. Risque d'erreur, malveillance, non-conformité. Bien sûr, il y a des cas de figure où on ne peut pas faire autrement. Donc c'est quoi faire. Après, il y a des discussions à avoir sur les comptes de service et sur les administrateurs système. Toujours, quand même rester open sur la discussion. Mais la majeure partie des utilisateurs, Dominique l'a dit tout à l'heure, il faut absolument leur réduire leurs droits et pourquoi pas, s'ils ont des besoins particulier qui passe par un système de sudo. Ouais, c'est un très bon système, tout le monde apprécie cette approche. Alors là, je ne veux pas lire PCI, mais bon, toutes les réglementations aujourd'hui parlent de compte à privilège, partout. Donc, PCI plus que d'autres, mais quelque part. Alors, on va regarder maintenant les solutions. Comment on peut faire ça? Alors, l'idée, c'est de donner des droits temporaires de façon contrôlée avec une cryptonyme, avec éventuellement des critères qui nous permettent de comprendre où on se positionne actuellement pour faire des élévations intelligentes, avec éventuellement une approbation ou pas, peut-être en libre service, en fonction des heures ou pas, etc. L'avantage, c'est que si on se limite à des utilisateurs qui sont des humains, on ne va rien casser en production. Ça, c'est bien. Donc, en général, c'est des systèmes qui sont vraiment faciles à implémenter. Il n'y a pas de régression de classe possible, voilà, des choses compliquées à faire. Alors, comment on va faire pour donner ces droits supplémentaires? On a deux grandes solutions. Soit on agit au niveau du profil, c'est-à-dire qu'on va le modifier directement, lui donner des droits spéciaux par exemple, ou changer son profil de groupe, ou alors ajouter son groupe à une liste d'autorisation, etc. Hein, c'est des exemples. Ou alors on va agir pour réduire le scope, on va agir au niveau du travail. Donc on va passer par un programme qui adopte les droits, un profil cible, ou alors d'un programme qui va permuter les droits avec un héritage du profil cible. C'est différent. On va comparer les trois solutions. Donc le swap, l'adoption et la modification de profil. On va déjà observer les limitations des solutions. Donc en termes de limitation ou en termes d'endettement, on va dire, le swap, l'utilisateur courant va changer. Donc ça va permuter. Et donc il y a certains auditeurs qui n'aiment pas ça. Parce que, ok, je suis logué avec Armora, et puis à un moment donné, je swap, donc je me retrouve, je sais pas quoi, un profil en général GRP, enfin un profil technique, on va dire. Donc et après, il voit que c'est ce profil technique qui est dans les traces des journaux, des blogs, des compagnies. Donc il dit, mais vous êtes où, machin. On a beau lui expliquer, oui, mais c'est un mécanisme. Enfin, donc il y a des fois des auditeurs qui sont un peu embêtants sur ce problème-là. Un autre problème que je vois aussi, c'est que dans les applications, des fois, il y a encore des gens qui testent le job user et pas le current user. Donc on se retrouve, on rentre dans l'application, bon, il n'y a plus rien qui marche parce que voilà, ou les schools sont attachés au job user et pas au current user. Donc des fois, il y a des trucs qui n'y vont pas. Donc ça, c'est les limitations, je dirais, du choix. L'adoption, ben, c'est une méthode merveilleuse. Et je suis tellement déçu qu'il n'y ait jamais eu de volonté de changer pour l'IFS. Alors je comprends la volonté, c'est POSIX, hein, bien sûr. Hein. Mais on aurait très bien pu faire un petit switch quelque part qui permet de dire dans certains cas, on laisse passer la propagation de l'adoption de droit. Donc voilà. J'en ai parlé avec Margaret Fenlon de Rochester, là, qui est la patronne de l'IFS. Il n'y a pas vraiment de. J'ai l'impression qu'ils sont là sur la norme POSIX et ils ne veulent pas des normes de la norme POSIX. Je trouve que c'est dommage parce que là, on aurait une solution qui serait vraiment parfaite. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est la seule limitation que je connais, que je trouve. En termes de modification de profil, il n'y a pas de limitation du tout, forcément, on comprend. Alors après, les particularités, j'ai mis particularités parce que ça peut être des avantages ou des inconvénients dans chaque cas, ça peut différer. Donc, quand je fais un swap, les droits sont permutés avec le profil. Donc ça veut dire que j'ajoute pas des droits. Je peux même très bien en enlever de là, en rajouter d'autres. Donc je me retrouve avec une situation où je peux même limiter des droits. Voilà, il faut bien avoir à l'esprit qu'il y a une permutation complète.
L'autre particularité du swap, c'est que ce n'est pas seulement les droits qui bougent, il y a aussi des paramètres du profil qui bougent. Et ça, moi, je suis un peu... j'aime pas trop. Par exemple, le limit capabilities, il bouge. Donc, imaginez que vous avez un profil qui n'a pas accès à la ligne de commande, il se retrouve avec accès à la ligne de commande. C'est peut-être ce qu'on veut, hein. Il faut bien le savoir. Ou l'inverse, il a accès à la ligne de commande, il n'y accède plus après, parce que si le profil cible, c'est un profil technique, il y a fort à parier qu'ils sont en limite capability yes. Et donc, il ne pourra plus taper ses commandes. Enfin bref, voilà. Donc, il faut bien voir que ça va au-delà des droits, le swap. Alors que l'adoption, elle, c'est vraiment un ajout de droit. Donc, vous ne pouvez jamais supprimer, c'est toujours du plus. Donc là, c'est au niveau de l'unique, c'est au niveau des auditeurs, ils comprennent très bien ce truc-là. Tout le monde comprend que c'est de l'ajout. Donc c'est naturel pour nous. Voilà, les attributs, ils ne bougent pas, hein. La ligne de commande, ça reste comme c'était. Et la modification du profil, bah, si j'ai mis au LOBJ, par exemple, où j'ai changé le groupe, et que j'ai des sessions que j'ai démarrées avant, elles vont être touchées. Que j'ai des sessions que je vais démarrer après, quelle que soit la session, elles vont être touchées. Donc vous avez intérêt, si vous faites ça, à avoir un super machin de contrôle d'accès pour aller vérifier tout ce qui déborde. Donc c'est une solution sans limitation, mais qui est quand même complexe à mettre en œuvre si vous voulez vraiment border tous ces aspects. Et après, il y a un truc que j'ai bien aimé, ça m'est arrivé qu'une seule fois. J'ai un client qui m'a dit, moi j'ai un système de tickets, le développeur, quand il se connecte à la prod, il doit rentrer dans le ticket les objets qu'il va modifier. Donc il doit préparer son boulot. Et donc ça peut être des objets précis, ou ça peut être dire bah, les objets de la bibliothèque machin, ou l'IFS, il bosse dans le chemin machin, et il ne doit pas sortir de ce chemin-là. Et donc il a déjà une très bonne sécurité, ce client, il est vraiment... C'est un organisme de carte de crédit très gros, ils sont une armée à la sécu aux États-Unis. Et donc il m'a dit il faut que tu travailles sur les droits privés. Donc le gars, il ne monte pas de blanche, il donne sa liste. On va se connecter au ticket, on va récupérer la liste des objets, on lui donne les droits privés sur tous les objets qu'il doit travailler, tant pis s'il n'a pas prévu son coût, et tout est bien sûr audité. Et une fois qu'il a fini son évaluation, on enlève les droits. C'est pas mal. Mais bon, je ne connais pas grand monde qui accepterait d'avoir cette limitation-là et de préparation, ce niveau de préparation. Mais voilà une autre idée. Et d'autres idées aussi, c'est de bosser avec les exit points. Par exemple, voilà, je dis en production, même si je suis admin ou l'OBJ, machin, je ne fais pas de sur la base de données. Donc tout est bloqué par des points d'exit. Si vous devez faire un update, vous devez montrer patte blanche aussi. Et à ce moment-là, moi, j'active les règles, ici, le temps de l'élévation. Donc combiné avec, on a quelque chose aussi de très intéressant. Voilà, donc après, derrière, il faut loguer tout ça. Donc loguer, on va auditer les commandes, par exemple. Donc là, ici, on va récupérer les postes des commandes dans l'audit système. Pensez bien aussi à ces fonctions journal sys-tools, qui sont très bien. Vous avez le poste CD qui est disponible. Donc allez-y, c'est super simple maintenant. Vous extrayez tout, les écrans, les SQL. J'ai mis start dbmon parce que c'est simple. Il y a d'autres méthodes, mais voilà, ça c'est simple. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi sur MFA avant de clôturer pensez bien aussi que l'élévation, puisqu'on a une super interface ACS RunSQL Script, il y a de plus en plus de gens qui ne sortent pas de RunSQL Script, donc il faut penser à l'élévation dans RunSQL Script. C'est quand même aussi plus compliqué, mais voilà, il faut y penser. Et puis tout à l'heure, justement, la question ici, j'ai bien aimé. Donc effectivement, on a aussi pas mal de demandes là-dedans, c'est-à-dire que l'administrateur, il va déléguer certaines commandes, des commandes simples, préparées, à des personnes qui ne sont pas administrateurs, mais on ne peut pas leur donner exactement toutes les capacités d'administrateur. C'est un peu réduit. Donc on pourrait imaginer leur préparer un menu avec des commandes préformatées, ou même des SQL qui sont préparés, et lui, il va taper là-dedans avec toujours le même système d'élévation, d'autorisation, machin, d'adoption, pourquoi pas, ou de swap, et il va taper dans sa liste. Et on lui rajoute sa liste au fur et à mesure. Et ça, c'est sécurisé, il n'a pas de ligne de commande, il n'a rien, et il peut peut-être faire ces options-là. C'est une solution qui est élégante, qui marche bien. Un autre truc, et puis je vais terminer ici, voilà, les commandes sensibles, ça aussi c'est important. Je prends un exemple, c'est peut-être pas le meilleur, mais le change sysval. Ok. J'ai
mes administrateurs, un jour, bah, voilà, ils ont changé une valeur système. Bon, je sais, il y avait SST, mais imaginons qu'il n'y ait pas SST. C'est pas grave, l'exemple reste valide quand même. Il a changé la valeur système. J'aurais bien aimé quand même être informé de ce fait-là. Donc, je vais bloquer toutes les commandes sensibles. Même si on est au BJ, tout machin, non, impossible de faire les commandes sensibles. Pour faire les commandes sensibles, il faut montrer pas de blanche quotidienne. Ok, voilà ma justification, voilà pourquoi je vais faire ça. Et une fois que c'est accepté, je peux lancer toutes mes commandes, c'est facile. C'est un mécanisme simple aussi à mettre en place, mais super efficace, qui est très apprécié par les clients en général. Et aussi, faites attention aux sorties, on en a parlé, le semi-job ici, mais les group jobs aussi. Pour ceux qui se souviennent, touche à PTL et compagnie. On sait, excuse-moi, juste une question, parce qu'on a souvent, on a eu le cas, alors moi maintenant, vu les puissances des systèmes, on a eu souvent le cas avant, que les mecs qui lançaient leur batch ou qui lançaient leurs travaux, ils changeaient les priorités dans les jobs histoire de passer avant le petit copain. Ils finissaient par passer avant le système et ça commence à faire un peu plus lent. On sait éviter ces trucs-là et les remonter aussi, un peu dans le principe que tu donnais de la commande qu'on peut modifier. Aucun problème. C'est une commande, c'est change. C'est change run PTY. On sait taguer cette fonction-là pour pouvoir dire attention, tu touches à ta priorité, d'abord tu sans problème. Facile. Dans le profil, tu peux aussi interdire qu'il accède à un niveau 4 qui reste en 5, par exemple, au niveau des priorités. Ouais, ça c'est comme son. Et ça, vu que tu le pointes dans son profil, il ne peut plus changer. Après, souvent, on a un certain nombre de choses qui sont lancées par des outils de type externe, par des applis externes qui lancent le job, et après, ils vont dans le système, ils modifient la priorité du job avec leur profil, ou des fois, ils se servent de profils différents qui ont suffisamment de droits pour le faire. On a souvent le problème maintenant, moi je le rencontre fréquemment, c'est que les applications avec les serveurs web, les grids, les machins, les trucs, ou autre, en fait, les profils S400, il n'y en a presque plus. Tout le monde se connecte, alors ils ont un compte, mettons sur M3, c'est le M3 serveur ADM, et après, derrière, ils se connectent dans l'application avec un profil, et dans le passant, ils apparaissent uniquement dans les QZDA, SONI, tous les trucs comme ça, sur ces web, et on a moins de facilité à les tracer. Donc, quand ils rentrent avec un profil M3 serveur ADM, ils ont des droits pour faire des modifications, par exemple. Tu as maintenant un bon moyen pour tracer, ça s'appelle strict. Oui. C'est deux mots, mais tu as bien compris l'objet. C'est le CHID qui va être audité dans M3. Donc, et le CHID, il n'est que dans la base de données, il n'est pas visible ailleurs. Par contre, dans M3, nous, on bosse beaucoup sur les registres. Par exemple, pour repérer un gars qui fait du M3 par rapport à un gars qui ne fait pas du M3, il y a des registres SQL que vous pouvez analyser. Petite astuce à creuser. Ok, voilà. Merci beaucoup.